Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 erreurs. Les 7 erreurs que les diabétiques commettent chaque jour. En fait, 5 ans d'expérience. Sur le terrain, non, je ne vous dis pas ce que j'ai lu dans le livre. Toutes les grands-mères des villages que j'ai consultés. Tous les messieurs des zones urbaines que j'ai eu à consulter, des zones rurales que j'ai eu à consulter. Et j'ai remarqué plusieurs choses. La première erreur, avant même d'être confirmé diabétique, vous allez voir des patients qui vont venir là en consultation peut-être pour une fièvre, mais ils vont vous jeter une phrase: docteur, de temps en temps, on dit que ma glycémie monte, ça descend. Je dis, madame, depuis quand? Depuis 5 ans, 10 ans, docteur. Quand je passe souvent à l'hôpital, on me dit que ma glycémie est montée. Mais on n'a jamais dit que je suis diabétique. Ah bon? Je tiens à vous dire que moi, je préfère. On ne dit jamais ça. Ça ne se compare pas. Mais c'est pour vous montrer la gravité du diabète. Je préfère aujourd'hui avoir le VIH que d'être déclaré diabétique. Un médecin ne le dit pas, mais je véhicule cette information, je véhicule cette peur, je véhicule cette crainte pour que vous compreniez la gravité du problème. Lorsqu'on vous dit une fois que votre glycémie à jeûne a dépassé 1,26 g par litre, faites très attention. Très attention, il faut suivre votre glycémie tout le temps. Donc avant même d'être diabétique, c'est la première erreur et c'est très fréquent en consultation. Docteur, ça monte souvent, ça descend. Même la tension aussi, ça monte souvent, ça descend. Ah bon? Ok. Donc, dès qu'on vous dit quelque part, même si c'est en route, même si c'est dans une pharmacie, même si c'est n'importe où, que votre glycémie est élevée, consultez un médecin. La deuxième chose, c'est là où ça commence à être très grave. Vous voyez, le médecin pose le diagnostic de diabète, mais le patient refuse. Le patient refuse comment? Le patient dit, docteur, je n'ai pas envie d'être dépendant des médicaments. Ça va finir. Ou il va prendre des potions traditionnelles et on lui a promis une guérison complète. Le patient ne veut pas avoir la maladie tout simplement parce qu'il a vu peut-être ses parents ou bien ses frères et sœurs avoir des complications très graves de la pathologie. Je vais vous définir le diabète simplement. Le diabète, c'est la situation qui arrive lorsque le corps ne peut plus assimiler, ça veut dire que le corps ne peut plus utiliser le sucre. Ça veut dire que le sucre est partout dans le sang, mais le corps n'arrive plus à utiliser. Donc les cellules du corps n'arrivent plus à prendre le sucre là dans le sang et mettre et utiliser. Parce que le sucre, c'est le carburant de l'organisme. C'est le carburant. Comme le carburant de la voiture. Le cerveau a besoin du carburant. Le cœur a besoin du carburant. Les muscles ont besoin du carburant. Quand vous marchez, vous avez besoin du carburant. Mais le diabétique n'utilise pas son carburant. Et son carburant reste à l'air libre. Quand il dit à l'air libre, c'est dans le sang. Et c'est ça qu'on dose dans le sang. Donc quand c'est élevé, ça veut dire que le corps n'arrive plus à assimiler. Et c'est une situation irréversible. Ça ne va jamais changer. Quand vous êtes diabétique, c'est à vie. Ça ne va jamais changer. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un traitement. Que vous allez prendre 1 semaine, 2 semaines, le diabète va disparaître. Oubliez ça. La personne qui va trouver ça aura le prix Nobel. On va en parler dans toutes les radios. Donc, ceux qui vous ont promis un traitement là, oubliez. Ça ne marche pas. Ok. Le troisième conseil, ou bien la troisième erreur, il s'agit de l'alimentation. C'est là où c'est très grave. Il y a des gens qui ne mangent même plus. Parce qu'on leur a dit que non, ne mangez pas trop sucré, ne mangez pas trop salé, réduisez les lipides, ne faites pas ceci. Ah bon? Je vais vous choquer. Le diabétique mange tout. Le diabétique mange tout. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est que la diététique s'applique sur tout le monde. Tout le monde doit manger 3 repas sains. Ça veut dire que tout le monde doit manger équilibré. Une proportion de protéines, ok,
qui est vu dans les viandes, les poissons, le haricot, les œufs, une proportion, n'est-ce pas, de sucre, ok, qu'on voit dans les céréales, dans les fruits et tout, et une proportion de lipides. Ces trois proportions doivent être équilibrées. Et dans une certaine mesure aussi les micronutriments comme les vitamines qu'on trouve dans les fruits. Alors, le problème avec le diabète, c'est quoi? C'est que le mécanisme dans le corps qui utilise le glucose est en panne. Et lorsque vous mangez trop de sucre, surtout les sucres rapides, je prends un exemple, le paquet de chips, n'est-ce pas, est plus sucré qu'une pastèque. Donc toute une pastèque entière est moins sucrée qu'un paquet de chips de 100 francs qu'on vend couramment en vous. Donc pour vous dire qu'il y a certains aliments qui sont trop riches en sucre et dont l'utilisation de sucre est rapide dans le sang. Donc dès que vous mangez, ça augmente vite la glycémie. Et les fruits sont sucrés, mais ça augmente lentement la glycémie. C'est pour ça qu'on dit que le diabétique peut manger tous les fruits. Il y a un diabétique qui m'a dit que non, on a dit que ne mange pas l'ananas, c'est trop sucré. Le diabétique doit manger l'ananas. Un diabétique doit bien manger l'ananas. Ok? Donc, pour retenir, le diabétique mange équilibré. Donc, il doit plus mettre l'accent sur l'équilibre par rapport à l'individu normal. Tout le monde doit manger équilibré, mais le diabétique un peu plus. Il n'y a pas des interdits stricts. Non. Ok? Il y a des modérations. Je prends un exemple. Le pain est très riche en sucre. Donc, c'est pour ça qu'on préfère le pain complet chez le diabétique. Ça ne veut pas dire que s'il mange le pain, il va mourir. Non. Il modère avec le pain complet. Ok? Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Le diabétique, en principe, mange tout. La quatrième erreur, ou bien même, restons dans la troisième erreur concernant l'alimentation. Il y a une chose qui est importante, c'est l'alcool et le diabète. Le patient diabétique boit l'alcool sans problème, mais attention, boit l'alcool de temps en temps pour des repas comme le vin rouge et au milieu des repas. Ok? Mais ce n'est pas une consommation excessive d'alcool. L'alcool, ce n'est pas le sucre. C'est vrai que l'éthanol peut se transformer en sucre dans le corps. Oui, c'est possible. Mais aussi dans la bière, il peut y avoir une quantité de sucre. Ok? Mais en réalité, si vous prenez trop d'alcool, vous n'allez pas avoir une glycémie qui va s'élever, mais vous allez avoir plutôt une glycémie qui va baisser. Oui. Donc, vous serez à même de faire une hypoglycémie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une erreur de croire que l'alcool est totalement contre-indiqué. Non. Au contraire, dans certaines études, on a montré qu'un verre de vin d'alcool quotidiennement ou de temps en temps surtout baisse la teneur en sucre, empêche certaines personnes de développer le diabète. Ça veut dire que réduit le taux d'apparition du diabète dans une population. La quatrième erreur, il s'agit de la prise en charge. Alors ici, l'erreur que les gens commettent, c'est de s'appuyer uniquement sur le médecin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils pensent que le traitement est uniquement médical. Donc, mon diabète, je ne vais pas voir le médecin et il me traite. Non, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous devez maîtriser le diabète même plus que le médecin. Ça veut dire que vous devez être le diabète. Connaître tout sur le diabète. Connaître qu'il y a les hormones, comme le cortisol par exemple, qui augmentent le taux du sucre dans le sang. Que ce n'est pas seulement l'alimentation. Vous devez maîtriser la prise en charge de l'insuline, les nouvelles prises en charge. Vous devez maîtriser l'alimentation du diabétique plus que le médecin. Quand vous êtes diabétique, vous devez être un génie dans le diabète. Un génie dans le diabète. C'est extrêmement important. Donc, ne dites pas que non, c'est mon médecin, j'ai un diabétologue. Docteur, j'ai un diabétologue, je ne veux pas stresser pour ça. Non. Il faut prendre ça avec les deux bras. Que non, j'arrête ce diabète. Google, je fais les recherches, je pars dans les hôpitaux, je pars dans des bibliothèques, je pose des questions à mon médecin. Ce n'est que comme ça. Vous voyez,
En Europe, c'est très facile. Un diabétique, lui, mange tout. Il mange très sucré parce qu'il sait que 3 grammes, par exemple, je dis n'importe quoi, de macabo, donne telle quantité de sucre et il s'injecte telle quantité d'insuline. S'il est insulino-dépendant. Donc, il y a tout ça et ça s'apprend seul. Maintenant, on est dans une situation où la grand-mère du village n'a pas fréquenté. Elle ne comprend même pas ce qu'on explique. Elle ne va pas faire des recherches. On va juste trouver des formules. C'est vraiment du cas par cas. Ok? Alors, l'autre chose dans la prise en charge, vraiment, les amis, ne pensez pas que prendre le traitement seul à la maison, tout le temps, sans voir votre médecin, c'est efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir des personnes qui vont prendre des traitements et ils vont arriver, ils vont doser la glycémie à la maison, la glycémie stable, ils ne partent plus à l'hôpital, ils font 2-3 ans à la maison. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que même quand votre glycémie est stable, étant donné que le mécanisme du sucre n'est pas très bien, il y a plusieurs complications qui peuvent apparaître progressivement, même quand la glycémie est stable. Et les complications, c'est quoi? C'est les complications cardiovasculaires, surtout s'il y a une hypertension à côté. Je tiens à souligner que tous les gens qu'on dialyse là, j'espère que vous connaissez ce que c'est que la dialyse. Quand on dit qu'il y a insuffisance rénale, les 2 premières causes, c'est la tension et le diabète. Je répète, les 2 premières causes des patients qui ont une dialyse, qui subissent une dialyse, donc qui ont une insuffisance rénale, au Cameroun, ne parle pas loin, c'est la tension et le diabète. Ok, donc, il faut tout le temps faire son test urinaire pour voir si les reins y a lâché, ou bien on dose votre sang pour voir une molécule qu'on appelle la créatinémine, voir l'état du cœur, l'état des yeux. Vraiment, il y a tout un tas d'examens que vous devez faire tous les 3 à 6 mois, tous les 1 an, après la jugeote de votre médecin, en fonction de vos résultats. L'autre chose, c'est que, je crois que c'est la 6e erreur. Arrêtez de prendre la glycémie chaque jour à la maison. Je dis bien, arrêtez de prendre la glycémie chaque jour à la maison. Ça ne sert à rien. Lorsqu'on vous met sur un nouveau traitement, par exemple, il vous faut 4 semaines pour mesurer l'efficacité de ce traitement. Donc, ça ne sert à rien de prendre un médicament aujourd'hui, de doser sa glycémie 2 jours après, de dire que docteur, vraiment, ça ne marche pas et tout. Vous stressez encore. Et ça augmente la glycémie. Donc, c'est bien d'avoir le glucomètre à la maison, c'est-à-dire l'appareil qui mesure la glycémie. La glycémie, c'est le taux du sucre dans le sang. Donc, c'est bien de mesurer la glycémie, mais dans certains contextes, quand vous vous sentez mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un malaise, si vous ne vous sentez pas bien, prenez toujours votre glycémie. Quel que soit le symptôme que vous avez. Donc si vous avez mal à la tête, prenez la glycémie. Si vous êtes fatigué, prenez la glycémie. Si vous avez une sueur de sais pas trop, vous transpirez beaucoup, prenez la glycémie. Ok? Et la dernière erreur que les gens commettent, c'est que les gens pensent que ce n'est que l'alimentation qui augmente le sucre. Et qu'en contrôlant uniquement l'alimentation, on contrôle le sucre. Bon, je ne veux pas trop parler de l'activité physique, parce que ça, on le connaît déjà. L'activité physique est extrêmement importante, parce que l'activité physique permet aussi de réguler le taux de sucre, le taux de graisse, et ça permet de stabiliser ce mécanisme du glucose qui est vraiment en panne. Je veux parler ici du stress et du manque de sommeil. Voilà 2 éléments qui augmentent le taux de sucre et que les gens ne savent pas. C'est extrêmement important. Quand vous stressez et que vous ne dormez pas, il y a l'adrénaline, le cortisol qui augmente le taux de sucre dans le sang et qui peut vous déranger à la longue. Donc vous allez voir ce monsieur qui est chef d'entreprise. Chaque jour, c'est le stress, c'est la dépression, les chiffres ne donnent pas, il faut payer les charges et tout. Sa glycémie augmente malgré le bon traitement, l'activité physique qu'il fait et tout. Donc il y a des techniques aussi pour faire cette prise en charge psychologique et avec du sport. Donc,
je ne suis pas très, je vais dire ça, je ne suis pas très large dans cette vidéo parce qu'il y a plusieurs erreurs, mais ça, ce sont les plus fréquentes que j'ai rencontrées durant ces 5 années de pratique intense avec les patients. Lorsque vous êtes diabétique, le suivi passe par des informations, du recueil des informations stratégiques. Les informations peuvent être à l'interrogatoire, en vous examinant, en faisant certains examens, et ce régulièrement. Moi, je gronde mes patients diabétiques. J'ai tous mes patients diabétiques dans mon carnet. Quand ils font 3 mois sans me voir, c'est un problème. Je les appelle et je dis, monsieur, il y a un problème. On ne s'est pas appelé depuis 3 mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je dois tenir tous mes patients diabétiques depuis. Je dois les tenir en main. Parce que personne ne doit faire l'AVC. Personne ne doit avoir une insuffisance cardiaque. Personne ne doit avoir une insuffisance rénale. Personne ne doit se faire amputer la jambe. Les patients qui pensent que la glycémie, ça suffit. Il faut connaître l'examen des pieds. Il y a tellement de choses à connaître sur le diabète. Mais je veux développer dans une série de vidéos pour que vous puissiez maîtriser le diabète. Pour qu'on puisse ensemble combattre cette maladie vraiment qui fait des catastrophes, des ravages. Ok? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un ami, son père a été amputé d'une jambe à cause du diabète. Et ce papa était suivi par un médecin, mais ne suivait pas, n'assimilait pas, ne mettait pas en pratique les conseils du médecin. Et ça ne pouvait qu'arriver à ce stade d'amputation. C'est très désagréable. C'est une nouvelle vie qu'il prend avec un handicap et c'est pas facile. Donc je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos sur le diabète. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. L'obésité, c'est une augmentation de la masse grasse dans le corps par rapport à la masse maigre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un pourcentage de graisse que l'organisme doit avoir qui est de 15 à 20% chez l'homme et qui est de 20 à 30% en moyenne chez la femme. Ok? Et c'est un pourcentage du poids. Donc, lorsque vous êtes à plus de cette valeur en termes de proportion de la graisse, vous avez ce qu'on appelle, vous êtes obèse. Et cette proportion de la graisse peut créer des pathologies. C'est ça la gravité de l'obésité. Alors, je suis le docteur Bonnier Raphaël. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir dans l'obésité, les causes, les conséquences, comment il faut éviter d'arriver à ce niveau. Ne faites pas attention au décor, s'il vous plaît. Je suis comme ça à Dubaï pour des vacances de 5 jours, 5-6 jours qui finissent aujourd'hui. Donc dès demain, je rentre plein de révolte parce que j'ai visité le système de santé ici, c'est extraordinaire. Je vous dis, c'est impensable, c'est inimaginable. Et quand je compare à notre pays, on a encore les problèmes primaires. Donc c'est pour ça que je reviens avec beaucoup d'énergie, c'est pour ça que je me suis mis au travail. Dès le 3e jour de mon arrivée ici, je n'ai pas vraiment pris des congés parce que j'ai compris qu'il ne faut même pas prendre de congés. Il faut travailler sans relâche. Alors, pour revenir à l'obésité, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme exactement pour qu'on soit obèse? Alors, il faut savoir que la masse grasse, ce qu'on appelle la graisse, c'est la première réserve en termes d'énergie dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsque vous consommez un aliment, tous les aliments, la plupart, sont riches en énergie. Et l'énergie, l'unité, c'est les calories. Donc on va vous dire, sont riches en calories. Ok? Lorsque vous mangez, la plupart des calories sont transformés au niveau, la plupart des aliments sont transformés au niveau du foie en graisse et sont stockés, n'est-ce pas, dans les tissus adipeux en forme de masse grasse. Donc c'est la première réserve en termes d'énergie dans l'organisme. Alors, lorsque l'organisme stocke trop d'énergie, c'est-à-dire de masse grasse, sans l'utiliser,
C'est là où l'obésité, c'est comme ça que l'obésité s'installe. Et comment l'organisme utilise cette énergie? Je prends un exemple concret. Lorsque vous faites peut-être une marche dehors, ok, il faut comprendre que les 20 premières minutes, l'organisme utilise le glucose circulant dans le corps comme l'énergie, comme principale source d'énergie. Mais à plus de 20 minutes, l'organisme commence à puiser dans ses réserves. Et sa première réserve, c'est la masse grasse. Donc, lorsque vous faites une activité sportive, qu'importe l'activité, que ce soit le chant, que ce soit une petite balade, que ce soit, je ne sais pas trop, que ce soit vous dansez en boîte, si vous le faites pendant plus de 20 minutes, la masse graisse commence à baisser. Donc, c'est cet équilibre entre le stock en énergie et la dépense en énergie qui fait problème. Maintenant, le problème avec l'obésité, pour certaines personnes pensent que c'est un problème esthétique. Non, docteur, mes formes, j'ai un problème, mes formes, je suis toute ronde, docteur, comment on fait? Non, 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 non. Le problème esthétique, c'est un petit problème. Vraiment, ce n'est même pas ça le plus grave. Le problème qui se pose est lequel? C'est que quand vous êtes obèse, il faut bien comprendre, quand vous avez un surpoids, une masse grasse importante, cette graisse au niveau de vos cellules, au niveau de vos tissus, va provoquer une anomalie de fonctionnement de toutes les cellules. Ça veut dire que toutes vos cellules seront insensibles à ce qu'on appelle l'insuline. Ça veut dire que même si vous faites le sport et que l'organisme doit brûler, doit consommer le glucose, l'organisme ne va plus consommer ce glucose-là. Parce que quand le glucose vient sur une cellule, elle a besoin de l'insuline pour consommer cette cellule-là. Et maintenant, la graisse a dérangé le fonctionnement de toutes les cellules. Et il y a ce qu'on appelle maintenant une insulinorésistance. Ça veut dire que l'organisme est résistant à l'insuline. Donc tout ce que vous faites maintenant, il y a toujours le glucose qui fonctionne. Il y a toujours le glucide partout, partout, partout. L'organisme est résistant à ça. Et ça crée une cascade d'événements qu'on appelle le syndrome métabolique. Je ne veux pas, ne vous occupez pas des termes techniques, mais ça va entraîner un mauvais dépôt, le mauvais cholestérol sur les artères. Ça va donner l'artériosclérose, ça va vous donner les AVC, ça va vous donner les crises cardiaques, ça va vous donner le diabète, ça va vous donner l'hypertension. Ok? Ça va vous donner une cascade d'événements qui sont mortels. Voilà le problème de l'obésité. C'est ça le problème de l'obésité. Alors, quelles sont les causes? Les causes, la première cause, les causes sont généralement... la première cause, elle est psychologique. Ça veut dire que, généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir ces réserves d'énergie, il faut avoir des habitudes alimentaires. Donc, il y a des habitudes alimentaires qui ne sont pas bonnes, que les gens ont. Il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'à l'hôpital, on fait souvent une enquête alimentaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aspect psychologique de tout un individu conditionne son alimentation. Je prends un exemple. Quand vous voyez un monsieur qui a des problèmes peut-être avec sa femme à la maison, ou bien qui est trop stressé au boulot, ou bien, excusez-moi, ou bien qui n'a pas une source de bonheur que de se retrouver le soir avec ses amis et de consommer de l'alcool. Quand vous voyez un monsieur qui est trop stressé au travail, qui pense à comment est-ce que je vais payer la pension de mes enfants demain, et ça conditionne son habitude alimentaire, il se retrouve en train d'avoir une seule source de plaisir, c'est de boire des bières avec des amis le soir, très tard, parce qu'il ne veut pas rentrer à la maison pour trouver sa femme pour avoir des problèmes. Et il faut savoir qu'un aliment comme la bière, c'est un aliment très riche en énergie. C'est comme le lait, c'est un aliment complet. La bière est très riche en énergie, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, lorsque vous avez ces habitudes, ok, même si le médecin vous donne quel conseil, tant que votre source de plaisir est calée de ce côté-là, c'est fini. Je prends un autre exemple. Vous allez voir une fille qui va me dire, une fille qui marche peut-être avec son ami, elle n'est pas jolie et son ami est bien joli, donc elle a toujours les problèmes pour se mettre en couple. Ça la frustre et elle passe son temps à grignoter, sans se rendre même compte qu'elle a ce problème. Parce qu'il faut comprendre une chose, la plupart, tout le monde a un problème psychologique mais n'est pas au courant. Il faut juste qu'on vous le dise, qu'on vous le diagnostique, que voilà, votre comportement est conditionné par ce fait.
Ok? Et là, elle commence à grignoter. Et il y a une chose que je veux souligner. Tous les aliments n'ont pas la même réserve en énergie. Donc, il y a beaucoup d'aliments qui ont beaucoup d'énergie et qui ne calment pas la faim. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez des chips, les chips sont très riches en calories, mais ne calment pas la faim. Ça veut dire que quelqu'un se met à manger et il a toujours faim. C'est pour ça qu'il grignote, il mange. La bière, pareil. Beaucoup d'énergie et ne calme pas la faim. Et c'est ça le piège. Donc vous allez voir cette fille, elle va passer son temps à grignoter, grignoter, grignoter. Tant qu'on n'a pas résolu son problème de confiance en soi, ou bien son problème psychologique sous-jacent, ça va toujours continuer. Ça va toujours continuer. Donc la première cause psychologique. La deuxième cause, elle est génétique. Il y a des prédispositions génétiques pour avoir le poids sur certaines populations. Dans certaines familles, c'est logique. Alors, la troisième cause, qui est vraiment rare, il y a certaines pathologies qui prédisposent à avoir le poids. Ok? La quatrième cause, c'est la sédentarité. C'est logique. Si vous consommez et vous êtes sédentaire, vous êtes au bureau, vous ne sortez jamais, vous êtes toujours en train de travailler, vous n'avez pas beaucoup de sources d'activité physique, le poids va s'installer. Alors, quelles sont les complications qui en découlent? Les complications qui en découlent sont logiques. Ok? Je vous ai parlé du syndrome, du syndrome métabolique. C'est le diabète, c'est la tension, c'est les crises cardiaques, c'est les AVC, c'est les insuffisances rénales, c'est tout ça qui en découle. Ok? La deuxième chose, c'est les problèmes respiratoires. Il y a ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Vous allez voir les gens qui auront du mal à respirer dans la nuit, avec des phases de sommeil interrompues à cause de ça. Les troisièmes complications sont tout simplement les complications mécaniques. Vous allez voir des personnes qui ont mal au genou, mal au bas du dos, à cause du poids. Ok? Ce sont des arthroses parce que le poids exerce, n'est-ce pas, cette force là-dessus. Vous allez voir des personnes qui ont des varices, hein, les pieds qui gonflent, un retour veineux difficile. Donc voilà les complications. Les complications sont mortelles. Alors, en ce qui concerne la prise en charge, j'aimerais dire que la prise en charge, c'est deux parties. La partie psychologique et la partie organique, c'est-à-dire la partie médicale où le médecin va agir facilement. Mais il y a une partie psychologique qui est extrêmement importante. Tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'on n'a pas fait le profil psychologique du patient qui vient consulter pour un surpoids ou bien pour une obésité, on ne peut rien faire de manière organique. Rien faire du tout. Si une personne trouve que faire du sport est un fardeau, ça veut dire que parce qu'il fait du sport, parce que le médecin a prescrit 3 fois par jour, 3 fois par semaine, au moins 30 minutes, que se lever le matin, se réveiller le matin est un fardeau, ça ne peut pas marcher. Il va essayer, mais le résultat sera tout moyen, le résultat sera tout médiocre. Ça ne peut pas marcher, on connaît déjà la fin. Et ça ne marche même pas parce que ça se voit dans notre société. Les patients viennent et sont toujours obèses. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est les thés amincissants, les programmes par-ci, les programmes par-là. Arrêtez tous ces désordres. Ok? Consultez votre médecin. Si votre médecin ne vous convainc pas, changez. Consultez. Ok? Parce qu'il y a des méthodes très claires qui fonctionnent. Il y a toutes des étapes qui marchent à tous les coups. Même quand on peut vous hospitaliser même. Okay? Donc, première étape, profil psychologique du patient, très important, capital, vital. Okay? Maintenant, sur le plan organique, la première chose, c'est les mesures hygiéno-diététiques. On vous fait une enquête alimentaire, on comprend un peu où ça bloque. Okay? Quels sont vos repas, quels sont les types de repas que vous consommez, à quelle période vous voulez consommer et tout ça. Et puis, on essaie de vous montrer ce qui ne va pas dans votre profil. Et on regarde vraiment tout. Qu'est-ce que vous faites chaque jour, comment vous levez le matin, vous travaillez, ou est-ce que vous avez des sources de revenus. Vraiment, on fait tout ça. La deuxième chose, c'est après avoir fait cette enquête, n'est-ce pas, on vous éduque comment est-ce que vous allez manger, comment est-ce que vous allez faire ceci, comment est-ce que vous allez faire cela, comment est-ce que vous allez faire ci. Et puis ensuite, si ça ne fonctionne pas, si l'éducation ne fonctionne pas, il y a des mesures médicamenteuses. Ça veut dire qu'il y a des médicaments qui coupent la faim. Donc on prescrit un médicament pour que vous n'ayez pas faim. Donc ça joue sur le système nerveux pour que vous n'ayez pas faim, pour que vous ne mangez pas. Et même si vous ne faites pas d'activité physique, vous n'avez plus d'entrée en réserve d'énergie. Je tiens à souligner que dans la prise en charge, il y a quelque chose d'important que je n'ai pas mentionné, que
En fait, il y a deux phases dans l'évolution de l'obésité. Il y a une phase dynamique et une phase statique. La phase dynamique, c'est la phase durant laquelle le poids ne fait qu'augmenter. Mais il y a une phase où le poids n'augmente plus. Le poids reste statique et maintenant, c'est les troubles à l'intérieur qui augmentent de manière exponentielle. Donc, on tient toujours tout ça en compte avant de faire une prise en charge. Ok? Et puis ensuite, lorsque les médicaments, si les médicaments ne marchent pas, ok, on fait ce qu'on appelle, on peut passer à la chirurgie. Donc avant même la chirurgie, on peut hospitaliser le patient et essayer de comprendre d'une manière diététique, essayer de l'éduquer en hospitalisation. Donc là, il est contraint à avoir un programme peut-être sur 3 mois, sur 6 mois hospitalisé. Si ça ne marche pas, on peut tout simplement opérer le patient. On peut faire une chirurgie plastique, on enlève juste de la graisse. On peut faire un bypass digestif, c'est-à-dire on empêche les graisses de traverser. Donc c'est un peu tout ça. Il y a toute une panoplie de méthodes, mais tout commence par le profil psychologique. Alors, pour ceux qui ont besoin de conseils par rapport au surpoids, n'hésitez pas à nous contacter. Une dernière chose, les enfants qui ont un surpoids sont très exposés à faire des pathologies cardiovasculaires durant l'adolescence et encore pire quand ils seront adultes. Donc l'obésité infantile est très mauvais sur le plan cardiovasculaire pour les enfants. Donc je suis le docteur Bonnier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un souci. Et pour tous ceux qui sont en surpoids ou qui sont obèses ou qui pensent qu'ils sont en bonne santé, contactez toujours votre médecin. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir.